Mes chers camarades, bien le bonsoir. Je vous propose de commencer ce live Passofra. C'est un jeu qui a été développé par Oneric Tales, qui est disponible sur plusieurs plateformes, qui est disponible du coup sur Steam, aussi sur Switch. C'est un puzzle game qui va nous plonger dans le royaume des morts égyptiens. Donc on va y jouer pendant une petite heure avant d'être rejoint par le camarade Simon Tuot, alias le pharaon sur YouTube, qui est égyptologue et qui écrit une bonne partie des épisodes nota bene sur l'Égypte et qui a été conseiller historique sur Passofra. Tout ça se mélange très bien. D'ailleurs, quand on lance le jeu, eh bien, il y a marqué ce jeu a été réalisé en collaboration avec Simon Tuot, égyptologue, tout ça. Donc c'est vraiment très cool de pouvoir mettre tout de suite les historiens qui bossent sur le projet en avant. Voilà. Cette terre retournera à l'eau primordiale, Noun, au déluge sans fin des commencements. Et à la fin, il n'y aura plus ni dieu, ni déesse. Rien sinon Atum, le seigneur de toutes choses, qui confectionna l'humanité et tous les dieux, et qui existe encore lorsque tout a disparu. C'est issu du livre des morts. Ah, il s'est fait zigouiller. Les petits scarabées. On se souvient tous des scarabées de la momie. J'espère qu'ils sont plus gentils, ceux-là. Allez. Voilà, donc le pharaon vient d'être assassiné, il doit rejoindre l'au-delà, et voilà, le problème c'est que le chemin pour aller vers l'au-delà, eh ben, il est un petit peu compliqué, donc on va devoir aider le pharaon pour aller jusqu'au royaume des morts. Déplacer les tuiles via drag and drop. Effectivement, donc on peut intervertir les tuiles, donc là j'en ai pris une, je la dépose à côté, j'appuie sur play. Ok. Donc, hop, j'imagine que... Allez, toc. Ah, toc. Ok. Il peut rebondir sur les murs, très bien. Si je fais ça... Alors, ok... Donc j'imagine... Ouais, c'est rigolo. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Donc là, je ne peux pas y aller comme ça. Normalement, il faut que je descende, donc... peut-être comme ça, hein. Hop. Et alors, c'est rigolo, mais je me suis aperçu que... ces derniers temps, je fais beaucoup de jeux comme ça en fait. Je suis plus dans les jeux de réflexion. Je me suis remis à Portal par exemple. Alors on a un petit œil là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est vert? Ah! Ah oui! Fort bien. Fort bien. Alors, je peux pas aller par là. Ah! Ok, donc je pense qu'il va faire tomber le mur. Yes, ok. Yes, ok. Fort bien. Alors, attends. Comment il fait? Voilà, c'est comme ça tout simplement. Ouais. Alors, on a du rouge, on a du vert. Comment je fais pour monter après donc? Il va forcément devoir être en haut pour descendre. Il fait ça, il passe là. Okay. En
vrai, heureusement qu'il est déjà mouru le pharaon, vu les chutes qu'il fait et les murs qui se prend, c'est clair. En plus, le jeu, donc, il y a Eor qui dit « Ça me plaît beaucoup comme jeu, je le prends direct ». Sachez que le jeu est à 10 balles sur Steam. Bah là, il va devoir tout traverser, donc j'imagine que... Non, il doit déjà passer sur le bleu. Bah comme ça, c'est bon, en fait. Oui. Ok. Ah, c'est quoi ce sol là? Testons. C'est quoi? Ah, ça descend. Ah oui, d'accord, ok. Ah, très bien. C'était ça du coup. Ah, ça y est. Ils nous ont rajouté des lance-flammes. S'il y a un trou là, c'est que je tombe là-dedans. Il y a le mur. Bah voilà, il y a Noot. Ah oui, il y a Noot, c'est vrai, ouais, Titou. Noot qui est juste ici derrière, en arrière-plan là. Non mais je vais tomber là, en fait. C'est quoi les astuces? Ah oui, genre quand t'appuies dessus, il te dit où est-ce que t'as bien placé les trucs. Alors moi, au départ, je voulais placer le truc en haut. Voilà. J'étais sûr qu'il y avait un peu de ça. Ce que je vous propose de faire, c'est de rejoindre, que Simon nous rejoigne. Bonsoir. Tu vas bien? Eh ben, ça va très bien. Merci de me recevoir. Ça fait très plaisir d'être là. Bah écoute, pareil, ça fait plaisir de t'avoir parce que comme je le disais tout à l'heure, non seulement tu connais déjà un peu le milieu, hein, parce que tu as une chaîne qui s'appelle Le Pharaon Tout à fait. et qui parle de couture. C'est ça, d'Égypte couture. C'est le concept. Ouais. On fait des canevas avec des chats égyptiens. Et donc, et en plus, c'est toi qui écris une bonne partie, si ce n'est quasiment tous les épisodes qui ont attrait à l'Égypte antique sur la chaîne Nota Bene. Voilà. Oui, effectivement, tu m'as fait le plaisir de me proposer de travailler avec toi là-dessus et c'est toujours un bonheur parce que vu que moi, j'ai pas forcément le temps de faire tout ce que je voudrais sur ma chaîne, bah, ça permet quand même de donner un peu de visibilité à l'Égypte ancienne, donc ça fait plaisir. Ouais, et alors ce qui est assez cool, c'est que du coup, moi, quand j'ai été contacté par Oneric Tales qui me dit hey, on a fait un jeu sur l'Égypte antique, je me suis dit bah trop cool, ça va être, je pense que ça va être chouette, puzzle game, tout ça, et puis ouais, et puis en plus du coup bah voilà, le conseiller Histo c'est Simon, tu vois, donc, ah bah écoute, ok, donc vraiment il y a tout qui se croise là, et c'était plutôt une agréable surprise. Oui, oui, tout à fait. Ouais, il m'avait contacté je sais plus, c'est début de non, l'année dernière peut-être. Bon, bref, peu importe. Donc, ouais, pareil, bah, participer à un projet comme celui-là, c'était cool pour un jeu vidéo et tout qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais, c'était pareil, c'était une belle opportunité. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu peut-être ton parcours, ce que tu as fait avant YouTube, parce que au-delà de ça, tu as beaucoup étudié l'Égypte quand même. Oui, oui, effectivement, bah, YouTube, c'est même un à côté pour le coup dans mon parcours. À la base, moi, je suis égyptologue, hein, je suis docteur en égyptologie. J'ai obtenu mon doctorat à l'université de Montpellier en 2017, donc ça fait 5 ans déjà que j'ai fini ma thèse. Ensuite, j'ai enchaîné avec des post-doctorats en Allemagne et en Italie, donc pour faire de la recherche et un petit peu d'enseignement, toujours en égyptologie bien sûr. Mon dernier postdoc, là, s'est terminé il n'y a pas très longtemps avec les collègues italiens. Et donc là, je continue mes recherches de mon côté en faisant un peu d'enseignement et je continue comment dire, à travailler aussi bah, pour ma chaîne YouTube, donc à essayer de publier à peu près une vidéo par mois autour de l'Égypte ancienne, sur un petit peu toutes ses dimensions en général. Et alors, comment on se retrouve à bosser finalement sur un sur un jeu comme Passofra, quoi? L'équipe m'avait contacté, alors j'ai plus le, le verbatim exact des premiers mails, je pourrais les retrouver, mais je crois que des membres de l'équipe étaient abonnés à ma chaîne, ou en tout cas avaient dû tomber dessus au moment de développer
le jeu. Et ils m'ont contacté par mail pour me disant, voilà, ce serait éventuellement sympa de discuter avec un égyptologue pour voir si ce qu'on fait, ça tient la route, si la charte graphique est cohérente avec ce qu'on connaît un petit peu de l'univers égyptien, etc. Et de fil en aiguille, on a fait quelques visios, quelques navettes par mail avec des propositions de direction artistique, etc. Et puis, à chaque fois, je donnais mon avis sur la représentation de tel dieu, de tel background, de tel élément du décor, etc. Et ça a donné le jeu que tu as essayé là. Donc, et je dois bien avouer que je suis extrêmement satisfait de l'allure qu'a le jeu, des graphismes du jeu que je trouve vraiment très très beau. Et je trouve que l'équipe a fait, notamment de design, a fait un travail de fou avec le matos que je leur avais donné, qui est parfois pas facile à reprendre. Et franchement, ils ont vraiment géré. Mais alors, du coup, là, ils ont fait appel à toi vraiment dès le début, quoi. Ouais, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Alors moi, j'interviens que de façon très ponctuelle. Je vais pas prétendre faire partie de l'équipe de développement au même titre que ceux qui ont vraiment travaillé directement sur le jeu. Moi, je suis plus intervenu en tant que consultant pour te donner quelques conseils et faire quelques remarques sur des propositions artistiques autour du jeu. J'ai touché aussi un petit peu le gameplay, mais ça, j'avais pas vraiment mon mot à dire. C'était plus pour le plaisir de pouvoir toucher un petit peu au jeu. Mais c'était surtout notamment sur l'histoire et l'aspect graphique. Et donc oui, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus depuis la fin de l'année dernière, peut-être quelque chose comme ça. Et donc j'ai vu le jeu beaucoup évoluer dans sa conception graphique et artistique. Et voilà, c'était une première expérience pour moi de travailler dans le jeu vidéo autour de l'Égypte. Et j'espère que ce sera pas la dernière parce que c'était vraiment sympa. Mais alors, du coup, alors moi, tu sais, j'ai pas mal bossé sur d'autres productions qui peuvent mettre en scène l'histoire. Et souvent, donc le rôle du conseiller historique, il arrive au départ, il fournit une bible de documents, ou en tout cas, il fait un cours aux développeurs en disant bon les gars, voilà, on a quelques heures ou quelques jours où je vais vous briefer sur vraiment les incontournables, ce qu'il faut savoir. Voici les documents à disposition. Et après, il s'en va et on n'entend plus parler. Et donc, toi, tu as pu revenir après, durant le processus, pour regarder, par exemple, les backgrounds et dire, tiens, ça c'est intéressant, ça, attention, il y a peut-être une erreur qui peut être mal interprétée ou pas. Oui, complètement. En fait, au départ, quand ils m'ont contacté, qu'on est vraiment entré en contact, on s'est mis d'accord sur quel rôle je pourrais avoir là-dedans. Donc, c'était vraiment, ce côté parler du pharaon qu'on incarne dans le jeu, de l'au-delà en général, donc donner un petit peu de documentation, dire comment ça se passe en fait dans la pensée funéraire des Égyptiens, et puis ensuite justement plutôt ce côté graphique une fois que le scénario, etc., était déjà bien installé. Et oui, ça a été vraiment un dialogue. C'est pas juste effectivement j'ai envoyé du matos et ensuite à la fin on me dit tiens voilà le jeu, ça ressemble à ça. Au contraire, ça a été vraiment un vrai dialogue, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'équipe de design créait quelque chose, ils allaient faire un lot d'éléments à intégrer au jeu qui ensuite m'étaient envoyés et je pouvais donner mon avis sur plein de petits éléments, que ce soit du gros background ou juste l'allure d'une barque par-ci par-là, un ennemi, etc. Il y a eu vraiment un travail extrêmement pointu, même sur les moindres détails des fonds en général. Et ça, on a eu plusieurs échanges à ce niveau-là. Alors, c'était pas tous les mois, j'ai plus trop souvenir de la régularité des échanges. Mais dès que l'équipe artistique, arrangeait quelque chose, notamment en fonction de ce que j'avais dit précédemment, hop, on refaisait une petite visio et il me présentait la V1, V2, V3 de tous ces éléments. Et puis, on a avancé comme ça jusqu'à leur création finale, qui est celle qui est maintenant dans le jeu. Ah, mais c'est vraiment cool qu'il y ait eu un dialogue comme ça et que surtout une prise en compte de ton avis en fait sur les différentes étapes. Il y a des trucs par exemple où tu t'es dit t'as un exemple concret où tu t'es dit tiens ça va pas dans le background, peut-être qu'on pourrait l'envisager autrement ou... Alors il n'y a pas eu vraiment de trucs où j'ai hurlé en mode qu'est-ce que vous faites à mon Égypte ancienne chérie, c'est un scandale. Mais effectivement j'ai souvenir qu'il y a eu des choses notamment autour
des couleurs choisies pour certains niveaux, où on a pas mal discuté. Aussi sur ce qui était des personnages à intégrer dans le fond pour certaines scènes de l'au-delà, où par exemple il y a certains génies, certains démons, où en fait on ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblent parce qu'on n'a pas d'image égyptienne authentique pour dire à quoi ils ressemblent. Donc il a fallu qu'il crée un petit peu ex nihilo ces personnages-là. Et donc là-dessus, on a pas mal bossé à réfléchir justement à quoi ça pourrait ressembler. Et c'est là que l'équipe a fait preuve d'une créativité assez dingue. Et ensuite, bah, pareil, faire pas mal de remarques sur les éléments qu'on voit plus, notamment les têtes de divinité ou ce genre de choses. Parce que là, évidemment, c'est quelque chose qui se voit et qui, en plus, est facilement identifiable par le joueur. Un Sobek, un Anubis, etc. On sait tous quasiment à quoi ça ressemble. On sait tous à quel animal ça va se rapporter. Donc, il fallait que ce soit quand même pas complètement déconnant, quoi. Faudrait pas le faire à tort. Oh, très bon. Merci. Il y a un moment donné, tout à l'heure, effectivement, ce qui est plutôt cool, en tout cas dans l'expérience que j'ai pu vivre là cette dernière heure, ça a été on avait, enfin, je dis on avait parce que franchement, t'as écrit beaucoup de fonds qui m'a servi pour la BD sur l'Égypte, sur la mythologie égyptienne qu'on a sorti, je sais plus, c'était il y a 1 an, je crois. Et donc c'est vrai que bah on reconnaît clairement certaines divinités ou autres. Là, typiquement dans le chat, quelqu'un tout à l'heure disait regarde derrière, il y a Noot qui est dans le background, qui tire la voûte et tout. C'est vraiment chouette parce que dès que t'as un petit peu tu t'intéresses un petit peu à cette mythologie, bah t'as un autre aspect ludique qui se rajoute au jeu, en plus du puzzle game. C'est d'aller chercher les références que tu peux connaître un petit peu dans tout ce qui est autour, quoi. C'est génial. Ah oui, je suis complètement d'accord. Et puis, c'est là aussi où ça a été vraiment hyper intéressant de voir le processus de création, notamment de ces backgrounds-là. Parce que, comme je disais, ça a beaucoup évolué. Et lorsqu'on m'a proposé justement de voir un petit peu les fonds un peu finaux, etc., euh, euh, c'était génial pour moi aussi de découvrir ce qu'ils avaient fait avec des éléments que je connais par cœur, notamment des choses qu'on va retrouver dans certaines tombes en Égypte que j'ai pu visiter ou sur lesquelles j'ai pu travailler. Bah, de voir justement ce qu'ils en avaient extrait et ce qu'ils en avaient fait pour un jeu et pour le level design, etc. d'un jeu. Même pour moi, c'était vraiment super de redécouvrir, bah, un peu comme dans ta BD en fait, où pareil, on a une interprétation d'artiste aussi de certaines choses. Bah, pareil pour ce jeu-là, ce côté voilà vision d'artiste et surtout de personnes qui peuvent être néophytes en égyptologie totalement, bah c'est vraiment très chouette. Et même pour moi, bah voilà, c'était aussi ce petit plaisir d'ouvrir ces petits fichiers et puis de voir ce que ça pouvait donner. Et même si parfois c'était voilà de la création pure parce que bah, comme je disais, il y a des choses, il fallait bien les sortir de nulle part. Bah, c'était très intéressant, très stimulant de réfléchir si ça peut être crédible et si ça peut s'intégrer à ce qu'on connaît de l'au-delà égyptien. Alors, tout à l'heure, t'as dit un truc qui m'a interpellé. Tu dis, bah, j'ai bossé sur les couleurs. Oui, il y a eu un travail sur les couleurs, c'est-à-dire que il y a différentes couleurs selon les sections du jeu qu'on traverse. En tout cas, après, j'ai pas refait le jeu, hein, donc c'était le cas à un des moments de la création. Je pense que c'est encore le cas, mais notamment en fonction des endroits que le roi traverse, ou alors en fonction des heures du jour et de la nuit auxquelles ça correspond dans les livres funéraires égyptiens avec lesquels j'ai travaillé un petit peu, notamment bah, au script de tes vidéos, entre autres. Bah, les personnes en charge du design du jeu ont réfléchi justement à quelle palette de couleurs serait la plus intéressante, la plus à même de donner une ambiance qui correspond à ce qu'il est censé se passer à cette heure-là du parcours du défunt dans l'au-delà. Et alors c'est très subtil, hein, d'autant plus qu'il faut connaître un petit peu justement l'au-delà égyptien pour vraiment s'y repérer, etc. C'est très subtil, mais le simple fait qu'ils aient donné un intérêt à ce genre de choses, je trouve ça assez fantastique. Et pour moi, pareil, ce fait de réfléchir à la coloration de certaines régions de l'au-delà égyptien, c'était extrêmement stimulant pour la créativité et la réflexion en général. Alors, du coup, donc là, on suit
alors, j'allais dire la vie aussi, mais surtout la mort, mais, mais la vie de Ramsès III. Donc toi, tu es venu avec du background à la fois sur le personnage historique et sur l'aspect mythologique, sur les deux. Ouais, tout à fait. L'aspect mythologique, notamment pour tout ce qui est le parcours dans l'au-delà, etc. Où là, on va retrouver plutôt, c'est ça, des divinités, des personnages, des entités en général plus ou moins divines. Et le côté historique, avec notamment le pharaon Ramsès III, qui, lui, pour le coup, est un véritable personnage qu'on connaît, dont on connaît le règne, la vie, la mort, etc., qui est celui qu'on est censé incarner dans le jeu. Et donc, ce côté historique avait aussi, évidemment, toute son importance, puisque même si on joue un pharaon défunt qui se débat dans l'au-delà, l'équipe a voulu donner quand même un vrai background historique autour de la mort du roi, des raisons qui font qu'il se retrouve là-dedans, mettre en place quelque chose comme ça qui quand même repose sur des bases historiques qui sont celles que l'égyptologie connaît à l'heure actuelle. Alors justement, tiens, parlons-en un petit peu de l'histoire, parce que là, en fait, on commence par sa mort, mais dans le jeu, après, on découvre un petit peu sa vie et les raisons qui l'ont précipité finalement à son décès, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous en toucher un petit peu de deux mots de ce Ramsès? Oui, bien sûr. Alors, Ramsès III, qui est souvent considéré comme l'un des derniers grands rois de l'histoire égyptienne, parce que il débute. Alors, je fais rapidement un rappel de la chronologie égyptienne. Ramsès III appartient à ce qu'on appelle le Nouvel Empire. L'histoire égyptienne est découpée en plusieurs grandes périodes, et notamment celles qu'on appelle des empires. On a l'Ancien Empire avec les grandes pyramides, Khéops, etc. Le Moyen Empire, puis ensuite le Nouvel Empire, qui est souvent le plus connu parce que c'est là qu'apparaissent Toutankhamon, les Ramsès et compagnie. Donc Ramsès III appartient au Nouvel Empire, plus précisément à la 20e dynastie. On se situe à peu près au 12e siècle avant notre ère. Et Ramsès III, son règne est parfois considéré comme un peu le début du déclin du Nouvel Empire, ça c'est sûr, et parfois même en fait de l'histoire égyptienne en général, puisque derrière, même si l'Égypte connaît encore de grands règnes et de grandes périodes fastes, de manière générale, on n'a plus ces longues périodes de stabilité de plusieurs siècles, voire de demi-millénaires, etc., comme on a pu l'avoir justement avec le Nouvel Empire. Ramsès III, il règne à peu près une trentaine d'années. Alors, en égyptologie, on a du mal avec les datations absolues parce que tout simplement, le calendrier égyptien ne permet pas toujours d'avoir des dates extrêmement précises à l'année près de ce qui se passe, surtout à des époques aussi reculées. Donc, on dit une trentaine d'années, voilà, compter entre 28 et 32, mais pour lui, on est à peu près sûr que c'est entre 30 et 31 ans. Et c'est un règne qui est notamment beaucoup marqué par la guerre. C'est un pharaon très guerrier. Il a lutté notamment contre les Libyens, donc les voisins de l'ouest de l'Égypte, et notamment contre aussi ce qu'on appelle les fameux peuples de la mer, qui sont une sorte de coalition de populations méditerranéennes qui ont cherché à s'installer notamment dans le delta du Nil et à envahir une bonne partie de l'Égypte. Et Ramsès III a repoussé toutes les tentatives d'invasion. C'est notamment ce qui est représenté sur les parois extérieures du temple de Medinet Abou, qui est le temple funéraire de Ramsès III. Ramsès III est aussi un grand pharaon bâtisseur. On lui doit énormément de chantiers et de rénovations à travers le pays. Et il est notamment aussi connu par sa mort, justement, un peu tragique. Alors, je ne sais pas si je peux en parler, si ça spoil le jeu ou pas. Je n'ai pas regardé le début du scénario, je t'avoue. Clairement, on commence le jeu, il se fait trancher la gorge, voilà. Ok, bon, alors dans ce cas-là, il y a pas de spoil. Ah, en fait, le truc, c'est que là où il peut y avoir du spoil, c'est sur les raisons entre guillemets qui l'amènent à décéder. Pourquoi est-ce qu'on le tue? Mais bon, c'est de l'histoire, j'ai envie de dire. Donc, C'est pas faux. C'est comme quand je voyais des gens crier au spoil sur la série Versailles. Effectivement, bon, des fois, c'est un peu, ça paraît un peu idiot. Mais oui, bon, je vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, mais c'est ce qu'on appelle généralement le complot du harem, même si harem est un mot assez mal choisi en égyptologie puisque c'est un peu anachronique. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle pour des raisons de simplicité d'expression. Effectivement, Ramsès III
même si le complot ne parvient pas à son terme, Ramsès III, ça lui fait une belle jambe parce qu'il y passe quand même. Donc, effectivement, il se fait égorger. Ça, on en est certain, notamment parce qu'il y a eu des examens qui ont été faits sur sa momie et la gorge est nettement tranchée. Il n'y a pas trop de doute. Ce sont pas des traces qui sont dues à la momification ou post-mortem ou quoi. C'est bien la cause du décès. Et donc, Ramsès III a été enterré dans la vallée des rois suite à sa mort. Et c'est le successeur attendu, Ramsès IV, qui prend la succession et qui monte sur le trône d'Égypte. Toujours est-il que les complots, on en connaît plusieurs en Égypte ancienne, dont celui-là est vraiment le plus connu, notamment parce qu'il entraîne la mort du roi directement. Mais c'est vrai que c'est un épisode qui fait beaucoup fantasmer en égyptologie et en dehors au niveau du grand public, parce que c'est déjà les complots, c'est toujours assez fascinant, d'autant plus quand les complots arrivent plus ou moins à leur but, qui est à minima d'éliminer la personne visée. Et le pauvre Ramsès III, il en a subi les conséquences. Et pendant longtemps, on n'en était pas sûr. Oui, alors le complot, effectivement, on le connaissait parce qu'on a trouvé des papyrus qui mentionnent les actes du procès de certaines personnes qui ont été arrêtées suite à ce complot, mais on n'était absolument pas certain que Ramsès III soit mort suite à ce complot. La mort de Ramsès III était encore pas vraiment complètement identifiée. Et c'est suite notamment à l'utilisation de nouvelles technologies, à l'incursion de la médecine légale en égyptologie et inversement, qu'on a pu déterminer que le pharaon Ramsès III était bel et bien mort, la gorge sectionnée, et disons que c'est rare de se trancher la gorge par hasard. C'est clair. Et alors, je vous jure, pour ceux qui écoutent, qui regardent, c'est un hasard total. C'est-à-dire que ça n'est pas une OP dans l'OP ou ce genre de truc, mais si vous voulez en savoir plus, sachez que le livre sur les complots que j'ai sorti il y a pas très longtemps, on commence par le complot du harem. Ouais. Moi, je dis ça. Je le jure, votre honneur, je n'ai pas été briefé pour faire de pub. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si c'est pas lui qui a connu les premières grèves ouvrières, entre guillemets. Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle basiquement la première grève de l'histoire. Ce sont les ouvriers de Deir el-Médina. Donc Deir el-Médina, le village des artisans, en fait, le village des ouvriers qui travaillaient dans la vallée des rois pour creuser et décorer les tombes royales de la vallée des rois. Donc c'est un village qui se situe directement de l'autre côté de la montagne thébaine. Et ce village qui a été utilisé essentiellement au Nouvel Empire, justement, très peu après. Il a disparu assez rapidement avec le Nouvel Empire. Et dans ce village, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a retrouvé énormément de documentation sur la vie quotidienne des personnes qui vivaient dans ce village. C'est vraiment un témoignage incroyable, ce village d'artisans, même si c'est un cas très particulier dans l'histoire égyptienne. C'est un cas extrêmement intéressant d'un point de vue archéologique pour la vie quotidienne en Égypte ancienne. Et on a notamment retrouvé effectivement des listes d'ouvriers grévistes qui réclamaient alors diverses choses. Là pour le coup, je n'ai pas vraiment le détail de toute cette grève parce que je n'ai jamais vraiment travaillé dessus. Mais par contre, oui, c'est totalement vrai. C'est considéré comme la première grève attestée de l'histoire lorsque le village des artisans a décidé de se rebeller en quelque sorte et en mode Astérix chez Cléopâtre, pas content. Et ce qui est génial, c'est qu'on a trouvé justement des documents écrits de la main de certaines de ces personnes pour attester de ça, et je trouve ça assez incroyable. Alors, Ramsès III, donc c'est pas que tu le connais bien, c'est que en fait t'as carrément bossé sur sa tombe, quoi. Et oui, et j'y travaille encore. D'ailleurs, alors là, j'y suis pas actuellement, je fais pas le live depuis sa tombe, mais j'y suis allé l'année dernière pendant l'été. J'ai travaillé 2 semaines là-bas et j'y retourne si tout se passe bien cette année. Il s'avère qu'effectivement, j'ai intégré l'équipe de la mission de préservation et de restauration de la tombe de Ramsès III. Donc, j'ai la chance d'aller dans les endroits qui sont interdits au public, c'est-à-dire le fond de la tombe, puisque la tombe de Ramsès III est extrêmement bien conservée, à l'exception des 2 dernières salles qui sont complètement détruites quasiment à cause d'infiltration d'eau dans la montagne thébaine. Et depuis quelques années, une équipe allemande a pris le lead pour
dégager ces salles souterraines et restaurer un petit peu ce qui peut l'être. Travail qui n'a jamais été fait depuis le 19e siècle. Et j'ai été intégré à cette équipe pour travailler notamment dans la chambre funéraire du roi, donc là où il a été enterré. Et mon travail dans cette tombe, c'est de participer à la reconstitution du plafond funéraire, du plafond de la chambre funéraire, donc à partir des traces dont on dispose encore aujourd'hui et qui sont très minces, pour être tout à fait honnête, reconstituer la décoration, ce qui pouvait être la décoration d'origine du plafond de la chambre funéraire de Ramsès III. Donc effectivement, c'est un pharaon que je connais assez bien, ne serait-ce que pour son monument funéraire en tout cas. Alors sur que ce soit sur ta chaîne YouTube, sur la mienne, t'as quand même pas mal bossé déjà sur la mythologie, sur la vie après la mort. On vient de sortir un truc sur le livre des morts justement, mais quand on parle de l'Égypte ancienne, c'est quand même une période relativement longue. C'est comme quand on dit ouais le Moyen-Âge, ouais bah le Moyen-Âge c'est 1000 ans, bon bah là quand on dit ouais l'Égypte, bah l'Égypte c'est même encore plus. Donc du coup est-ce qu'il y a une spécificité dans cette approche de la mort, dans les croyances vis-à-vis de l'au-delà à l'époque de Ramsès III? Est-ce qu'il y a des trucs voilà, qui sont vraiment spécifiques à cette période? Oui, bah déjà, effectivement, comme tu dis, la durée de l'Antiquité égyptienne, effectivement, si on part comme ça, c'est plus de 3 millénaires. Donc effectivement, expliquer vraiment comment les Égyptiens pensaient en général, c'est compliqué. Forcément, ça change d'une période à une autre, c'est logique. Pour ce qui est du Nouvel Empire, donc la grande période dans laquelle s'intègre Ramsès III et sa dynastie, on a évidemment des grands textes funéraires, comme le Livre des Morts, mais pas seulement. Le Livre des Morts, c'est le plus connu, notamment parce que c'est le plus attesté. Je veux dire, au bout d'un moment, quasiment tous les Égyptiens les plus riches se faisaient enterrer avec un exemplaire du Livre des Morts. C'était devenu assez basique de se faire accompagner de ça. Mais des livres funéraires, en fait, à cette époque-là, il y en a plein. On a le livre des cavernes, le livre des portes, le livre du jour et de la nuit, le livre de la terre, le livre de la vache céleste, bref, j'en passe des meilleurs. Mais tout ça, en fait, on a un substrat de pensée autour de tous ces livres funéraires qui est assez semblable. C'est-à-dire que le défunt se retrouve dans une zone généralement souterraine, généralement plus ou moins remplie d'eau. Donc c'est pour ça qu'on le voit souvent se balader sur une barque. Il ne faut pas oublier que la vie des Égyptiens était basée notamment autour de la vallée du Nil. Donc la navigation, pour eux, c'était quelque chose de quotidien. Et donc, tout représenter à partir d'éléments aquatiques et de navigation, ça a du sens. Et ces livres funéraires, on les a sur papyrus, sur les bandelettes des momies, sur des tessons de poterie, ou directement peints ou gravés sur les parois des tombes, notamment. C'est le cas dans les tombes privées comme c'est le cas dans les tombes royales. Même si les tombes royales ont mis un peu plus de temps à intégrer ces textes-là, au bout d'un moment, c'est eux qui en ont développé les exemplaires les plus longs. Hein, privilège du roi oblige. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la mort en Égypte ancienne, pour en tout cas les sources qui nous sont parvenues, n'est absolument pas considérée comme une fin en soi. Les Égyptiens n'étaient pas fascinés par la mort comme on peut le lire ou l'entendre parfois. Au contraire, justement, s'ils s'évertuaient autant que ça à s'offrir une vie post-mortem aussi agréable, c'est justement parce qu'ils aimaient tant la vie sur Terre qu'ils voulaient juste prolonger ces plaisirs dans l'au-delà. Et donc, pour accéder à ça, c'est pas si facile. Il faut passer par tout un tas d'épreuves. Tu en as parlé là autour du jeu, on en a parlé et tu en as bien parlé dans les vidéos qui concernent ça sur ta chaîne. Des épreuves diverses et variées qui vont de réciter 150 noms de génies de l'au-delà à franchir des portes, à battre des serpents cracheurs de feu, accompagnés de lapins armés de couteaux. Donc oui, je vous assure que c'est vrai. Et donc voilà pour ce qui est de la conception de l'au-delà par les anciens Égyptiens. On dirait un peu Takeshi Castle, quoi. Tu sais,
les fameux jeux japonais où on voit des gens courir vers des portes et puis de temps en temps c'est la mauvaise et voilà, ils ont perdu. Ouais, c'est exactement ça. C'est un mélange entre Takeshi's Castle et Fall Guys dans l'au-delà et le premier qui arrive à la fin a gagné. Ouais, c'est un petit peu ça. Ah, c'est un peu plus ludique hein, que voilà. Moi j'aime bien cette approche. L'avantage, c'est que ça ne repose pas que sur tes bienfaits, tes vertus ou tes vices, hein. C'est que, disons que si t'es vertueux, c'est quand même mieux, parce qu'il y a quand même la pesée du cœur à la fin. Donc, ce serait bête d'arriver au dernier niveau et de pas avoir voilà, looté tout ce qu'il fallait avant d'arriver jusque-là. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi tout un lot d'épreuves à passer. C'est pas si facile que ça. On n'arrive pas devant les portes du paradis juste parce qu'on a été gentil. Il faut aussi connaître les bons tuyaux, etc., être accompagné si possible de certaines divinités qui vont nous guider et nous garder tout au long de ce parcours. Donc, non, la mort n'est pas un long fleuve tranquille en Égypte ancienne, c'est un long fleuve, mais absolument pas tranquille, bien au contraire. Mais du coup, à cette époque-là, cet accès à l'au-delà, c'est quand même plus démocratisé ou il est réservé quand même à une certaine élite? Parce qu'on imagine que s'il faut retenir les noms de divinités, etc., c'est-à-dire que derrière, il faut une certaine éducation aussi, en fait. Oui, bien sûr. Bah, en plus de ça, c'est bien pour ça que je mentionnais les sources à notre disposition, parce qu'il faut bien comprendre que les Égyptiens du peuple et même des classes moyennes, si on peut dire, en fait, on n'a pas retrouvé vraiment leur sépulture. La plupart, pour les plus pauvres, étaient juste enterrés dans le sable, hein, dans des cavités qui ne sont pas vraiment parvenues jusqu'à nous. C'était pas des superstructures comme on a pour les Égyptiens les plus riches. Donc, on était en matériaux périssables quand il y avait des matériaux. Donc, les témoignages dont on dispose pour cet au-delà égyptien, c'est en fait les témoignages du roi et de son entourage et de l'élite de l'Égypte ancienne. Donc, évidemment que ce genre de texte funéraire, le livre des morts, le livre des cavernes et j'en passe, était réservé à une élite qui était en capacité de se faire enterrer avec, de les connaître aussi, de les comprendre, et évidemment de prétendre être accompagné de diverses divinités ou d'un lot de connaissances qui leur permettait de franchir les étapes. Donc c'est vrai que par contre, là où l'égyptologie a une grosse lacune, due en grande partie en fait au manque archéologique, c'est sur notre connaissance de la conception de l'au-delà en dehors justement de ces catégories sociales supérieures. Puisque non seulement on n'a pas retrouvé beaucoup de tombes, mais en plus de ça, ces gens-là n'ont pas laissé de traces écrites, tout simplement, de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils imaginaient. Donc ce que je dis là, oui, ça tient pour les classes sociales supérieures. Ouais, donc ça pourrait, c'est une hypothèse, une théorie, on pourrait penser que pour le bas peuple, il y avait peut-être une autre conception un peu plus facile pour accéder à l'au-delà, quoi, histoire de, voilà. Ouais, ça c'est toujours le problème. Voilà, c'est de l'hypothèse. On peut pas savoir, mais c'est possible. C'est possible. Alors peut-être aussi que eux-mêmes s'imaginaient garder un petit peu leur vie terrestre en accédant à l'au-delà, c'est-à-dire que même dans la mort, ils continuaient à servir leur roi, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, et que c'est juste qu'ils étaient plus ou moins à l'abri de certaines difficultés terrestres. Peut-être qu'on est comme ça, peut-être qu'ils avaient une conception totalement différente qu'on ignore encore. Ça, vraiment, ça malheureusement, ça reste une des zones très floues de l'histoire égyptienne. Et puis bon, quand on travaille sur des périodes qui se comptent en millénaires par rapport à nous, c'est d'autant plus difficile d'accéder à des sources qui vont nous renseigner explicitement sur la question. Et alors, cette tombe de Ramsès III, elle ressemble à quoi en fait? La question est, je pose volontairement la question naïve pour faire une belle transition vers ces changements, ces ruptures qu'il y a eu dans les différentes sépultures. Mais est-ce qu'il était dans une pyramide, Ramsès III? Et non, pas du tout. Non. Au moment où Ramsès III naît et meurt, les pyramides ont arrêté d'être utilisées depuis bien longtemps. Les pyramides sont utilisées à peu près de moins 2700 jusqu'à à peu près moins, alors attends que je te dise pas de bêtises, on va être autour de moins 1700, moins 1600, quelque chose comme ça. Ça dure en gros un gros millénaire jusqu'à la fin de ce qu'on appelle le Moyen Empire. Et au Nouvel Empire,
à l'époque où vit Ramsès III notamment. Donc ça fait déjà 4 siècles, 5 siècles que les pyramides ont cessé d'être utilisées. Donc même pour Ramsès III, en fait, les pyramides, ce sont les témoignages d'un passé extrêmement lointain en fait de son histoire. Ce sont en fait les tombes de ses glorieux prédécesseurs, mais ses prédécesseurs directs, Ramsès II, les Toutmosis, etc., eux-mêmes n'étaient pas enterrés dans des pyramides. Ils sont enterrés dans ce qu'on appelle des hypogées, qui sont en fait des tombes creusées directement dans la montagne ou dans le sol. Donc ce sont des tombes souterraines. On a arrêté la superstructure pour construire des tombes souterraines. Donc à partir du début du Nouvel Empire, quasiment toutes les tombes royales sont des tombes creusées. Et Ramsès III ne fait pas exception. C'est une tombe creusée qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres, de l'entrée jusqu'à la chambre funéraire, qui est la dernière salle. Avec cette petite particularité pour Ramsès III qui est assez amusante, c'est qu'en plein milieu de la tombe, on a un coude qui fait comme ça une espèce d'angle droit pour repartir un peu plus loin, pour la simple et bonne raison qu'en creusant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de creuser dans la tombe du voisin. Et donc, ils ont arrêté de creuser en catastrophe, ils ont remblayé avec des gros cailloux, et ensuite, ils sont repartis sur la droite et ils ont dit « Ah là, c'est bon, ça sonne plus creux, on peut y aller ». Donc, en fait, ils ont contourné la tombe du voisin parce qu'ils avaient commencé à creuser chez lui et qu'ils s'en sont rendus compte. Je pense que les artisans ont dû se sentir un peu cons et que l'architecte a dû prendre une sacrée soufflante. Ils ont déterré papy. C'est vraiment ça, et du coup, cette tombe est assez amusante pour ça, c'est qu'en plein milieu, tu vois une espèce de gros morceau de caillou, et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ont remblayé pour pas arriver dans la tombe du voisin. Ah, c'est le début du scénar d'un film où du coup le chef de chantier essaye de cacher le truc pour pas que ça se sache. C'est un peu ça, ouais. Pourquoi vous m'avez mis un coude comme ça? Non, mais c'est plus joli, t'inquiète, pas de souci. C'était qui le voisin de Ramsès III qui a failli être... Il s'appelle Amenmès ou Amenmosé selon les transcriptions. C'est un pharaon pareil du Nouvel Empire, alors beaucoup moins connu et au règne beaucoup moins spectaculaire que certains Ramsès, mais qui avait été enterré pas forcément très longtemps avant et qui a vu son éternité perturbée par des artisans pas très attentifs. Et alors, pourquoi d'un coup on s'est mis à abandonner les superstructures? Déjà, est-ce que c'est d'un coup? Mais pourquoi on a abandonné ces superstructures pour finalement creuser dans le sol? Alors effectivement, tu as bien fait de tempérer. Comme tu le sais très bien, probablement mieux que beaucoup, en histoire, ça se passe rarement d'un coup, d'autant plus sur ce genre de choses. Donc ça s'est pas effectivement effectué vraiment d'un coup. C'est en fait à la fin du Moyen Empire. On arrive dans une période un peu troublée qu'on appelle la deuxième période intermédiaire et que certains viewers connaissent peut-être parce que c'est la période à laquelle vont arriver en Égypte les Hyksos, ces fameuses populations du nord-est de l'Égypte qui viennent s'installer dans le delta et qui prennent petit à petit possession en fait du territoire égyptien à partir du nord. Et à la fin du Moyen Empire, donc, et au début de cette deuxième période intermédiaire, on a une très grosse instabilité du pouvoir. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs une période intermédiaire, c'est parce qu'en fait, l'Égypte n'est plus vraiment unifiée, elle est un petit peu scindée en plusieurs groupes, plusieurs territoires. Et ça entraîne plusieurs choses, notamment le fait qu'on ne peut plus mobiliser la même main-d'œuvre qu'auparavant. Deuxième chose, le fait qu'on ne peut plus mobiliser les mêmes ressources qu'auparavant. L'économie prend un énorme coup aussi dans la tronche, forcément. Et donc, construire une pyramide, c'est quand même un chantier qui coûte des hommes, des matériaux, du temps, etc., qui nécessite une organisation au cordeau de la part de tout l'organisme d'État, en fait, pour le dire comme ça. C'est-à-dire que du haut en bas, ça doit être vraiment organisé parfaitement. Et cette période intermédiaire met donc un coup d'arrêt à ce genre de grand chantier d'ampleur que les pharaons jusque-là avaient plaisir à faire. Mais il faut voir que déjà avant ça, au Moyen Empire, les pyramides sont beaucoup plus petites que celles qu'on a à l'Ancien Empire, les grandes pyramides de Giza par exemple, ou même celles de Dachour, de Snéfrou. Déjà au Moyen Empire, d'accord, on est sur des dimensions beaucoup plus modestes. Les pyramides n'en sont pas forcément de moindre qualité, elles sont juste beaucoup plus modestes. Et avec la deuxième période intermédiaire, donc on arrête l'utilisation des pyramides principalement pour des raisons de matériaux et de main-d'œuvre, de ressources en général.
Et on commence aussi à enterrer les tombes en espérant échapper à certaines formes de pillage qui avaient lieu déjà dans l'Antiquité, puisque beaucoup de tombes égyptiennes, en fait, ont été pillées par des Égyptiens eux-mêmes. On a aussi d'ailleurs des documents de procès de pilleurs de tombes égyptiens. Donc c'est pas que la faute du Moyen-Âge ou de l'époque moderne ou des archéologues du 19e. En fait, la plupart des tombes étaient pillées dans les 15 jours qui suivaient l'enterrement, au moment où elle était encore accessible avec tout le matériel en or à l'intérieur et ainsi de suite. Et en enterrant les tombes comme ça, on pensait aussi qu'on allait éviter certains pillages parce que bon, une pyramide, ça se voit un peu quoi. Et bon, ça n'a pas très bien marché parce que beaucoup de tombes ont été pillées. Mais toujours est-il que s'est développé tout un savoir-faire autour du creusement et de la décoration des tombes. Et c'est là que le village de Der El Medina, justement, intervient avec ce regroupement d'artisans qualifiés. Et les Égyptiens ne sont jamais revenus ensuite à la pyramide. Ils ont continué à creuser leurs tombes. Et les pyramides ont en fait été réutilisées ensuite par les Nubiens, donc très au sud de l'Égypte, plus ou moins le Soudan actuel. Et c'est eux qui ont repris en fait les pyramides, la structure pyramidale ensuite. Alors des toutes petites pyramides, mais très très pointues. Vous pourrez aller voir pyramide Nubie sur Internet, c'est très 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 amusant, très très joli. Mais voilà, les Égyptiens eux-mêmes ne sont jamais revenus à la superstructure par la suite. Et alors du coup, il y avait un modèle, on va dire, pour construire ces tombes, ou elles sont toutes un petit peu différentes? Là, tu nous parlais en fait d'un coude un peu étrange sur la tombe de Ramsès III. Donc ça sous-entend que d'habitude les tombes elles sont construites à peu près de la même manière? Oui, alors encore une fois, puisqu'on parle en siècles, il y a des évolutions, mais c'est vrai qu'il y a quand même des modèles qui se dégagent. Notamment à l'époque de Ramsès III, on a tendance à faire des tombes plus ou moins en ligne droite, avec des grands corridors décorés, intégralement couverts de textes en hiéroglyphes, par exemple. Mais la tombe était aussi entrecoupée de différentes salles. Des salles où on allait mettre une décoration en lien, par exemple, au culte d'Osiris, culte de Ré, etc., dans lesquelles on allait déposer des offrandes, ce genre de choses. Donc en fait, on a une succession de couloirs et de salles entièrement décorées jusqu'à la chambre funéraire, qui est l'endroit où on dépose le sarcophage, où sont effectués les derniers rites, etc. Et cette structure en quasi ligne droite, avec des petits magasins sur les côtés pour déposer les offrandes, ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Les seules différences, en fait, ça va être dans la longueur de la tombe, dans la richesse de sa constitution, de sa décoration, notamment pour Ramsès II. On a plusieurs dizaines de salles, en fait, parce que c'est un pharaon qui a régné tellement longtemps, qui a eu les moyens de mobiliser tellement de ressources que sa tombe, elle est juste... Enfin, elle devait être complètement dingue parce qu'aujourd'hui, elle est tellement détruite qu'on ne peut quasiment pas y mettre les pieds. Mais celle de Ramsès III fait aussi partie des tombes les plus riches de cette période parce que c'était un règne assez prospère. Mais on a des tombes qui font une seule pièce, par exemple. Celle de Ramsès Ier ne fait qu'une seule pièce. Et il y en a certaines qui sont plus rectangulaires que d'autres plus longilignes, etc. Mais on a une structure quand même dominante qui est cette ligne droite, avec différents corridors et différentes pièces jusqu'à la chambre du sarcophage. Et alors, par rapport aux superstructures, justement, comme les pyramides, c'est quoi la différence? En fait, c'était la même chose dans les pyramides et on le voyait pas, ou? Alors, en fait, dans les pyramides, déjà, il faut bien voir qu'il n'y a pas vraiment de... En tout cas, dans celle de l'Ancien Empire. Celle du Moyen Empire, je suis un peu moins calé, donc je peux moins en parler. Je le rappelle, c'est difficile d'être spécialiste de 3500 ans d'histoire sur tous les points individuels. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Ancien Empire, les pyramides ont des appartements intérieurs, d'accord? Elles ne sont pas entièrement pleines, elles ont des appartements dans lesquels le roi ou la reine était enterré, etc. Ça, c'est très différent selon les pyramides. Il y en a comme Khéops où l'appartement du roi va être en plein milieu de la structure. Il y en a d'autres où la chambre funéraire va être enterrée. Il y en a où elle va être au niveau du sol, d'autres elle va être plus élevée, etc. Donc ça, c'est très variable, avec des fois des corridors qui partaient sur le côté pour aller vers des salles d'offrande, etc. À partir du moment où on commence à creuser les tombes, on est sur quelque chose de beaucoup plus rigide dans sa conception. Même si toutes les tombes ont des spécificités, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus rigide. Les pyramides, vraiment, on a de très très grandes divergences, à la fois dans leur conception, mais même dans les matériaux qui sont utilisés.
Donc c'est pas vraiment la même chose. Mais par contre, on garde quand même un schéma qui est assez classique, avec des salles pour les offrandes, une salle pour le sarcophage, et puis ensuite 2-3 trucs à côté où on ne sait pas toujours vraiment à quoi ça pouvait bien servir. Du coup, la tombe de Ramsès III, elle est située dans ce qu'on appelle la vallée des rois? Oui, oui, exactement. Donc du côté rive ouest de Thèbes, donc Thèbes qui est plus ou moins l'actuel Luxor, hein, c'est pas tout à fait précisément la même ville, mais c'est le même site. Et donc à l'ouest, tout simplement parce que c'est le côté du soleil couchant, et que c'est là que les Égyptiens plaçaient en fait le royaume des morts, du côté du soleil couchant. Donc c'est pour ça que les morts en Égypte ancienne sont appelés les Occidentaux, parce que ce sont ceux qui habitent en fait, qui vivent à l'ouest. La vallée des rois est donc côté ouest de Luxor, de Thèbes, et elle prend place notamment pas loin du temple de Der el-Bahari, notamment d'Hatchepsout, hein, pour ceux qui connaissent. Et cette vallée des rois, on possède donc plusieurs dizaines de tombes dans cette vallée. C'est une espèce de... On appelle ça une vallée, mais en fait, c'est une grande montagne de calcaire, en grande partie de calcaire, avec différents promontoires, etc. Au milieu, un grand chemin qui passe et qui part avec des petites veines comme ça, des petits chemins sur les côtés, et les tombes qui sont creusées en plein milieu de cette vallée, avec des entrées situées à divers endroits, des fois très élevées, des fois très bas, etc. Et c'est dans cette même vallée qu'on a notamment la fameuse tombe de Toutankhamon, qui est d'ailleurs quasiment voisine de la tombe de Ramsès III, d'ailleurs. Tu me disais que donc au Nouvel Empire, il y a une évolution des structures qui vont accueillir les défunts. Est-ce qu'on retrouve aussi, tu nous parlais tout à l'heure, quand on s'engage dans le couloir, on voit des décorations sur le côté, en fait, des hiéroglyphes, etc. Est-ce qu'il y a aussi une évolution là-dessus par rapport à avant, en fait? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a même beaucoup d'évolutions d'ailleurs. À l'Ancien Empire, par exemple, donc à la première grande période égyptienne, on va être plutôt sur des décorations dans les tombes privées qui parlent de la vie quotidienne, etc., des artisans, des divertissements, ce genre de choses. Les tombes royales, elles se contentent dans un premier temps d'avoir uniquement des textes, avec notamment les textes des pyramides, qui, comme leur nom l'indique, sont dans des pyramides, puis des textes des sarcophages qui, comme leur nom l'indique, sont dans des sarcophages. Et ensuite, au Nouvel Empire, les tombes royales commencent à être décorées directement sur les parois des tombes. C'est notamment en fait parce qu'on commence à les creuser, donc les parois, en fait, on en fait plus ou moins ce qu'on veut, puisque c'est nous-mêmes qui les créons en quelque sorte. Donc les artisans les lissent, les plâtrent, puis les décorent. Et là, on a différents schémas. Principalement, dans un premier temps, quand on entre dans la tombe, on a des chapitres des différents livres funéraires dont je parlais tout à l'heure. Livre des morts, livre des cavernes, livre des portes, etc. Donc en fait des textes qui sont censés accompagner le roi vers la régénération finale, puisque ça reste le but quand même de ces livres funéraires. Et ensuite, tout dans le reste de la tombe, on a la représentation des divinités, toutes sortes de divinités, les plus connues, mais aussi parfois des dieux et des déesses que probablement personne ne connaît ici et que même moi, je connais très mal. Mais on retrouve les classiques, hein, les Osiris, Ptah, Isis, Ré et ainsi de suite. Et on les a soit seuls, soit avec le roi qui leur fait des offrandes ou qui reçoit de leur part la vie, sous-entendu la vie éternelle, ce genre de choses. Et donc ça, après, c'est quelque chose qui se maintient quand même assez longtemps, ce schéma de décoration dans les tombes royales, avec une partie de texte et une partie iconographie, puisque de toute façon, les deux étaient très liés en Égypte ancienne. Leur écriture est faite de dessins, basiquement. Donc, voilà. Et donc, des textes qui accompagnent le roi dans son parcours et de l'iconographie qui agrémente un petit peu tout ça et qui qui le lie, en fait, au monde divin auquel le roi est censé lui-même appartenir une fois passé dans l'autre monde. Tu nous as évoqué durant le pré-entretien que tu as pu faire avec Louis qui a préparé cette émission que Honeric Tales, donc qui a développé le jeu Passofra, et toi, vous allez écrire sur un article sur les jeux vidéo et l'égyptologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet article que vous
prévoyez d'écrire, où est-ce qu'il va être publié, à quoi ça va servir, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire éventuellement? Ouais, effectivement, c'est un projet alors, qui est apparu totalement par hasard. Il y a quelques mois, enfin vraiment, c'était il y a pas si longtemps. J'ai reçu un email d'une collègue égyptologue de l'université de Manchester qui a contacté tout un lot de collègues égyptologues, dont moi-même, et qui en fait a lancé l'idée de faire un ouvrage collectif sur l'Égypte dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, ça pouvait être dans toutes ses dimensions, d'accord? C'était vraiment un ouvrage générique sur l'Égypte dans le jeu vidéo. Donc ça, les ouvrages collectifs, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le monde académique, hein. C'est plusieurs auteurs qui proposent des articles qui leur sont propres sur une thématique commune, et donc on publie un ouvrage commun qui regroupe tous ces articles. Et donc là, elle faisait, cette collègue, un appel à résumés, parce qu'avant de valider le projet, il faut qu'on envoie donc des résumés d'articles, parmi lesquels elle en sélectionne un certain nombre, en fonction de l'éditeur, etc. Et donc, quand j'ai vu arriver ça dans mon fil d'actualité académique, en fait, universitaire, parce que c'est un ouvrage universitaire, ce bouquin, j'ai évidemment contacté tout de suite l'équipe d'Oneric Tale en leur disant, c'est le hasard, mais il s'avère qu'une collègue organise un truc sur le jeu vidéo et l'Égypte ancienne. Est-ce qu'on ne proposerait pas un article sur comment collabore une équipe de développement de jeux et un égyptologue dans le processus de création d'un jeu, justement? Et ils m'ont dit, évidemment, oui, on va écrire un truc, ce serait génial. On a donc écrit notre petit résumé qu'on a envoyé à cette collègue, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre article. Donc maintenant, c'est entre les mains de l'éditeur pour valider définitivement le projet et qu'on puisse le concrétiser. Mais c'est un article qui parlera du processus de développement du jeu. Donc c'est pas forcément comment l'Égypte est traitée dans le jeu, c'est pas forcément centré sur les décors de Passofra, sa musique ou que sais-je. Nous, parce que ça, il y a déjà des collègues qui vont le traiter pour d'autres jeux vidéo qui seront inclus dans le volume. On en parlera, bien sûr, mais ce ne sera pas forcément le centre du propos. Le propos, ce sera aussi et surtout d'exposer comment deux univers qui ne sont pas de prime abord vraiment censés se rencontrer comme ça, collaborent en fait pour participer à la création d'un produit culturel comme un jeu vidéo. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on l'écrira ensemble et que du coup, on aura directement l'équipe de développement et moi-même qui suis la partie égyptologique qui pourront proposer leur vision de la chose et exposer justement les rouages d'une création comme celle-ci. Et je trouve ça assez chouette de pouvoir faire ça, plutôt que de commenter juste un jeu qui existe déjà. Je pense à Assassin's Creed, ou à Pharaon que j'avais fait sur ma chaîne, par exemple. Moi, je trouve ça très cool de faire ça, mais puisque là, on avait l'occasion de parler vraiment du développement même d'un jeu, avec les premiers intéressés, on a sauté sur l'occasion. Et donc, si tout se passe bien, courant de l'année prochaine, ça devrait paraître. Je croise les doigts. Alors justement, peut-être en travaillant sur cette thématique, ou même toi par le passé, vu que tu as déjà travaillé sur certains jeux, est-ce que tu as des références peut-être bibliographiques à conseiller à ceux qui s'intéressent à ces sujets, à l'Égypte, alors que ce soit à l'Égypte et aux jeux vidéo si ça existe déjà, voilà, ou tout simplement au Nouvel Empire, à Ramsès III? Alors pour ce qui est de l'Égypte ancienne et le jeu vidéo, non, j'ai pas vraiment de référence parce qu'il y a rien qui a été fait vraiment, justement, de référence sur la question. Par-ci par-là, on peut trouver effectivement des analyses de jeux, notamment sur Internet et tout ça, mais d'un point de vue vraiment académique et quelque chose de très sourcé, etc. C'est pas le cas, justement. C'est en partie ce que cet ouvrage collectif, c'est une lacune qu'il espère justement combler en amenant pas mal de spécialistes. Par contre, pour ce qui est de l'Égypte ancienne en général et du Nouvel Empire en particulier, oui, bien sûr, j'ai des références que je peux donner. Alors, est-ce que tu veux que je les cite comme ça? Est-ce que tu veux que je t'envoie des trucs à coller dans le chat, ou je sais pas Tu peux les citer. En général, il y a un camarade Pastèque Masqué qui est au taquet pour sortir les titres, et puis de toute façon, on les mettra en description
Ça sera diffusé, ouais. Moi, des livres, par exemple, que j'utilise beaucoup pour mes propres recherches et mes propres travaux sur YouTube et ailleurs. Une série que j'aime beaucoup, même si les premiers exemplaires ont un peu vieilli maintenant, puisqu'ils ont mon âge. Ça s'appelle L'Égypte et la vallée du Nil. Et notamment pour ceux qui s'intéressent à Ramsès III ou au Nouvel Empire en particulier, le volume 2 de cette série de l'Égypte et de la vallée du Nil. En fait, c'est une série qui a pour objectif de couvrir l'intégralité de l'histoire égyptienne des origines jusqu'à la fin, en consacrant chaque millénaire, en donnant chaque millénaire à un spécialiste de cette période en particulier. Donc c'est pour ça qu'on a en 92 le premier millénaire, le troisième millénaire avant Jésus-Christ, pardon, qui a été traité, puis en 95 le deuxième, et là on vient d'avoir en 2020 un collègue parisien qui a sorti le troisième volume qui va de la fin du Nouvel Empire à la conquête de l'Égypte par Alexandre en 332 avant. Donc ça, c'est une série moi que je recommande très chaudement parce que même si les premiers ont un peu vieilli, ça reste quand même une référence absolue. Et sinon, deux ouvrages de génériques, pareil sur la chronologie égyptienne, que sont L'Égypte des pharaons de Narmer à Dioclétien, qui est sorti en 2016, que je cite d'ailleurs dans quasiment toutes mes vidéos parce que c'est un ouvrage qui va du début à la fin de l'histoire égyptienne et qui est magnifique. Aux éditions Belin, ils ont cette collection là des gros livres sur l'histoire, enfin qui est vraiment que je trouve extraordinaire. Et il y en a un qui est consacré à l'Égypte. Et un bouquin de collègues de Paris toujours qui s'appelle L'Égypte pharaonique, histoire, société, culture, qui est sorti en 2019, donc qui en plus est très récent, qui est moins dense, moins touffu que le précédent, mais qui est tout aussi concis et intéressant parce que les différents auteurs ont des spécialités très diverses. On a de l'archéologue, du philologue, des spécialistes de tout un tas de choses. Donc, il y a une diversité des points de vue qui est, à mon sens, assez remarquable. Et je pourrais finir sur une ou deux références sur l'au-delà en particulier, si jamais ça intéresse des gens, puisque c'est de ça qu'aussi que parle le jeu. Un livre que j'ai beaucoup utilisé aussi à titre personnel, qui est une traduction d'un collègue allemand, qui s'appelle « Les textes de l'au-delà dans l'Égypte ancienne », de Eric Hornung, qui vous donne en quelques pages le résumé et une bibliographie de tous les textes funéraires de l'Égypte ancienne. Donc même si le livre n'est pas forcément très long, c'est une bible quand on veut pousser ses recherches sur l'au-delà égyptien. Vraiment, c'est d'une richesse absolue et c'est un collègue qui est d'une érudition vraiment remarquable. Donc voilà, basiquement, les références ultimes que j'ai pu utiliser. Puis bon, évidemment, si pour parler de l'au-delà égyptien, il y a une magnifique BD de Nota Bene qui en parle également très bien, hein, bien sûr. Et je répète que je n'ai pas été rémunéré pour parler de cette référence. Oui, bon, après, on a pris quelques libertés de temps en temps d'interprétation. Hein. On a fait des... Il est possible qu'on ait mis un peu de métal parfois dans cette BD comme un peu dans toutes les mythologies. Un peu de métal et un peu de Star Wars, effectivement, de part et d'autre. C'est possible. On a peut-être glissé à un moment donné. Petit moment d'auto-promo peut-être. Est-ce que tu as des actus dont tu voudrais nous parler? Eh ben écoute, j'avoue que c'était pas prévu à la base parce que je l'avais planifié depuis longtemps, mais j'ai une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Donc comme quoi ça tombe bien. Depuis quelques semaines, j'ai sorti une nouvelle petite série de vidéos qui font quelques minutes, qui parodie un petit peu les bolos des belles lettres pour les personnes qui connaissent, mais en version mythologie égyptienne. Donc en gros, je raconte des épisodes de la mythologie égyptienne de façon un petit peu tarée, on va dire ça comme ça. Et sinon, j'ai pour le mois prochain, si tout se passe bien, pour début d'année, une vidéo qui devrait sortir, dont je suis très fier, qui va répondre à une grande question qui doit travailler tous ceux qui s'intéressent à l'Égypte ancienne et qui s'appelle Scribe, bonne ou mauvaise situation. Donc, j'ai pris tous les bouquins qui parlent du sujet en égyptologie et je vais répondre d'un point de vue égyptologique à la question. Finalement,
Scribe, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise situation? Donc, si tout se passe bien et si mon montage se passe bien, si Premiere Pro me laisse tranquille, réponse le mois prochain. Les gros problèmes de vidéastes. Nous, en ce moment, dans l'équipe, on a beaucoup de problèmes avec Premiere Pro. Ah bah c'est pour ça que je dis ça, notamment là j'ai perdu pas mal de boulot il y a pas longtemps, donc c'est une vidéo voilà, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, même si c'est probablement celle qui m'a demandé le plus de boulot de toute la chaîne depuis le début, notamment au niveau des recherches, mais j'ai vraiment hâte qu'elle sorte parce que non seulement j'étais très content de ce titre de vidéo, mais en plus de ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que les scribes, on a l'impression de très bien connaître de quoi il s'agit, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un pan de la société égyptienne qui est quand même assez essentiel et qu'on connaît finalement pas si bien que ça de manière générale. Donc voilà un peu pour les actus. Donc j'essaye de continuer tant bien que mal à faire ma petite vie comme ça d'égyptologue vulgarisateur. À temps perdu. Bah écoute, merci Simon de nous avoir accompagnés ce soir pour le lancement de ce jeu qui vient de sortir, Passofra, sur lequel tu as été conseiller historique et voilà, franchement c'est magnifique. Merci à toi de l'invitation. Moi, dès qu'on peut parler d'Égypte, de toute façon, tu sais où me trouver. Moi, je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Bon bah écoute, passe une bonne soirée et puis bah, j'espère à très bientôt, voilà, que ce soit sur ta chaîne, sur la mienne, pour de l'Égypte. Avec grand plaisir. Bah, merci à toi, merci aux viewers qui étaient là. J'ai vu passer de temps en temps des questions, mais bon, le temps manque. En tout cas, sachez que vous pouvez les poser sur les réseaux sociaux ou même en privé. Je réponds à tous mes mails, etc., puisque j'en reçois pas encore des milliers par jour, donc profitez-en pendant que j'ai la capacité de le faire. Merci Simon, je te laisse là et moi je vais aller faire un dernier niveau de Passofra avant d'aller au dodo. Voilà. Allez, ciao, salut. Salut.